J'avais oublié comme ce setup était lourdingue. Bon allez, ok. J'ai vu l'analyse de Taxi Driver de Joachim, je suis pas du tout d'accord avec tout, la fin surtout, mais c'est toujours un plaisir de l'écouter. C'est même lui qui m'avait motivé à re-remplir un peu cette chaîne pour, avec mon modeste niveau, essayer de traiter de 2-3 sujets. Des vidéos sont restées, d'autres ont été retirées, peu importe. Merci à Joachim. Vous savez que je suis pas un si gros cinéphile que ça, hein. J'ai quand même beaucoup de lacunes, il y a énormément de longs métrages cultes que je n'ai pas vus, c'est un fait. Mais une chose est sûre, je sais pertinemment ce que j'aime et encore mieux, je sais pourquoi j'aime quand j'aime. Vous pouvez arrêter de regarder votre écran, je pense. Mes montages EcoPlus qui me duraient du temps n'ont rapporté que 70 vues. À partir d'ici jusqu'à nouvel ordre, on va rester sur du sobre et du léger. Juste écoutez si le sujet vous intéresse. Taxi Driver, c'est le meilleur moyen de comprendre ce qu'aujourd'hui est un incel, je pense. Comme on les appelle. Tu veux voir un film qui traite de la solitude masculine extrême avant l'heure ? Un film sur ce qu'il ne faut surtout pas laisser au milieu d'un homme qui est solitaire, eh bien c'est Taxi Driver. Un monstre cultissime, un voyage en enfer, et surtout une mise en lumière ultra-violente de ce que les vétérans du Vietnam ont eu à affronter à leur retour. Une seconde guerre. Rambo traite d'une seconde guerre. D'un vétéran du Vietnam. Au sens propre, cette fois du coup, mais au sens figuré aussi, et aujourd'hui je veux rendre hommage à un des plus grands films de l'histoire à mon sens. Au mien seulement, peut-être. Il y a beaucoup de choses dans Rambo. Pas de religion, cette fois. Sur cette chaîne, on aime tout rapporter au Seigneur, mais pas aujourd'hui. Je laisse à Napo et à tous les autres patrons les sujets tristes sur la fraternité Saint-Pédis, l'actualité, etc. Ils sont bien plus calés et renseignés que moi. Je fuis le monde, je l'admets. Moi, je parle de Rambo. Ne perdons pas de temps, voici une analyse modeste. Voyons les choses dans l'ordre, et je sais comme les gens aiment les analyses point par point, je suis un Jean. Plongeons de suite, vraiment de suite. Le film débute par John Rambo, notre protagoniste, tout à fait enthousiaste à l'idée de revoir l'un de ses camarades de guerre de retour au pays. Rambo a fait le Vietnam. Au départ, c'est ce que l'on sait. La question qu'on traite, c'est pas est-ce que c'est une bonne ou une très mauvaise idée, c'est un fait. Un impressionnant nombre de jeunes ont été enrôlés pour la guerre du Vietnam, qui, une fois n'est pas coutume, en tout cas à l'époque, était la guerre médiatisée, si je puis dire, et avec un accès à l'information plus facile. Les civils américains n'ont pas tardé à vilipender les soldats qui sont allés au front, de pleurer les morts certes, mais de renier les survivants. Les Américains, ils ont perdu à ce moment confiance en le gouvernement, voyant que ce dernier montrait une image positive du conflit, alors que nombre de personnalités sont venues très vite prouver le contraire, quoi. John, lui, il marche vers l'adresse qu'il avait notée de son ami, se présente à la maman, tout joyeux, vêtu d'un treillis, et lui montre la photo de l'ami en disant être venu le voir. On apprécie la candeur de notre héros. Dans sa voix, il a l'air d'un enfant parlant du copain sur la photo et des autres copains aussi sur la photo. Il donne des anecdotes, il blague, il est optimiste, il a l'air timide un peu, il a l'air humain, quoi. Des sentiments, une attitude enjouée, positive, quelque chose de, somme toute, assez normal. La maman, elle est froide. Elle lui apprend sans trop perdre de temps que la personne qu'il est venu chercher pour des retrouvailles, son ami, est décédée. Ça fait un moment, il est rentré de la guerre du Vietnam et est mort. La maman mentionne l'agent orange, un herbicide que les Américains ont pulvérisé sur les soldats ennemis. Vraisemblablement, les soldats US ont aussi subi les outrages de ce machin, n'est-ce pas ? En tout cas, le camarade de Rambo. Non seulement le copain est décédé, paix à son âme, mais en plus il est décédé à cause de l'Amérique. Ce raccourci dans le deuil, pas forcément dans l'urgence du deuil, mais dans la phase du deuil, admettez qu'on puisse le faire très très vite. John Rambo, on comprend immédiatement qu'il vient de très loin, il a un pactage avec lui, il s'est couvert comme il a pu et du coup il est venu pour rien. À l'époque en Amérique non véhiculée et tout ça, se déplacer ça demande de la ressource, de la patience, de l'énergie. Lui, il est venu pour rien. Il a fait tout ça pour rien. Il est venu chercher un mort, il l'apprend là comme ça, il est marqué, et on voit à ses yeux comme ce coup a été fatal pour lui. On peut déjà imaginer comme le retour du conflit n'a pas dû être simple, dans un premier temps, puis imaginer ce que ça fait que de crapahuter d'un bout à l'autre du pays, en plus de ça pour constater que les survivants n'ont même pas tous survécu. De notre point de vue, voyant le film, le dernier restant, survivant quasiment, du coup c'est Rambo. C'est ce qu'on comprend. Rambo, il part déçu, désespéré, exaspéré, fatigué. Peut-être a-t-il essayé de reprendre contact avec d'autres survivants potentiels avant cet ultime camarade, avec un taux de réussite tout aussi négatif que là où on récupère notre héros au début de ce film. Il est lassé, il est meurtri au fond de lui, il a faim, il veut faire un arrêt quelque part pour manger.
La musique, la bande sonore, elle est mélancolique, douce, un air militaire amoindri et planant dans les airs. Rambo est un paria. À pied, il rejoint la première bourgade qu'il réussit à trouver, il longe les routes, dans le froid et la solitude, un nom, Hope, espoir en français, lieu qui porte bien mal son nom finalement pour notre héros. Tiens là un petit détail du film intéressant, puisque c'est dans la ville qui se nomme Espoir que Rambo va perdre tout ce qui lui reste d'espoir finalement, bien qu'il l'ait perdu un petit peu avant avec le décès de cet ami. Et là nous faisons la rencontre, la connaissance de ce qui semble être l'antagoniste de notre histoire. À première vue en tout cas. Le shérif, joué par Brian Dennehy, trop stylé. Tous les acteurs sont bons, tous les acteurs sont trop stylés. Shérif qu'on voit très rapidement discuter avec des habitants, on comprend que l'endroit est un très petit endroit et probablement très tranquille, mais aussi que ses habitants ont l'air de bien l'apprécier, ce shérif. Faisant son tour de bagnole, le shérif, du coup, au regard un peu vicelard, un peu fier, il a l'air un peu trop sûr de lui, tombe sur un mec, en treillis, une coupe, dirais-je en pétard, à pied, encore une fois je précise. Vous connaissez peut-être ces vidéos courtes sur internet où des Américains disent avec humour que ne pas avoir de véhicule en Amérique c'est être une fourmi dans le désert. D'une ville à l'autre, petite ou non, les distances sont parfois monumentales. Ton Américain qui veut aller au Walmart, selon où il habite, c'est parfois une sacrée aventure. Mais revenons à la nôtre. Tout ça pour vous dire que comme pour le shérif, ce qui se passe sous ses yeux, c'est un signal rouge. Une chose alarmante, une potentielle anomalie dangereuse. Qui est ce mec ? Il se trimballe son sac, habillé avec sa tenue militaire. Il a servi au Vietnam. Peut-être a-t-il tué des innocents. Peut-être John Lennon avait raison. Cette guerre était illégitime et les soldats sont des bourreaux sanguinaires. Nos soldats, les soldats américains. Le shérif, qui a probablement beaucoup regardé la télévision et écouté la radio, sait tout ça. En tout cas, il l'a entendu. Il va vite parler à Rambo. On voit comme ce dernier est fini dans sa tête, c'est mort, ça se voit. A-t-il une famille, Rambo ? Qu'il a fait tant de chemin pour aller voir son camarade, voir qu'il est mort ? Peut-être était-ce sa seule famille restante ? Peut-être que sa famille, dans sa tête, c'était ses frères d'armes là-bas, au Vietnam. Alors il n'a pas très envie de discuter, là. Il est fatigué et il a faim. Ce garçon qui se pointe comme ça, qui vagabonde, ce mot est important. Il marche vite fait avec lui, le shérif. Il essaie de convaincre Rambo de déguerpir. Il l'embarque avec lui dans la voiture de police. Rambo lui demande s'il existe une loi qui l'interdit de manger ici, quelque part, finalement. Le shérif répond « Oui, moi ». Et tout disjoncte dans le crâne de notre héros à ce moment précis, je pense. Son seul tort dans sa vie, probablement, étant d'être allé servir le pays au mauvais endroit, au mauvais moment. En tout cas, pour l'idée générale, les civils, ils ont gardé une sale image du Vietnam et les rescapés ne sont que des brigands à leurs yeux, des criminels, je vous ai déjà dit. Les années hippies, d'ailleurs, n'ont pas beaucoup aidé, puisqu'infantilisant les esprits des citoyens, dont beaucoup étaient déjà contre la guerre. L'image des vétérans est un désastre, et ils portent sur le dos la mission que leur a confiée le gouvernement américain. Mais volontairement, peu de détails sur l'histoire de cette guerre du Vietnam, les éléments essentiels sont dits. On n'a pas le temps pour un cours avancé là-dessus, peut-être un jour Joachim le fera. On met, vous savez, en première ligne des enfants de la nation, et bien à l'abri les dirigeants qui se sont lavé les mains depuis longtemps. Tout ça, scénario et idée classique. Lui qui a servi le drapeau est traité comme un problème à vite balayer. Il le conduit au pont hors de la ville, le shérif, il le fait sortir du véhicule et lui dit « T'es pas le bienvenu ici. Point. Tu es un vagabond, le vagabondage on n'en veut pas, t'es gentil, quoi que tu veuilles, quoi que tu dises, mes habitants sont sous ma responsabilité, je ne prends aucun risque. Je ne te connais pas, tu ne feras pas halte ici, ni pour manger, ni pour visiter, peu importe. » Le shérif, il le dépose là, et il s'en va. Premier essai, c'est la diplomatie, à l'américaine, un peu dur, c'est un échec. L'orage se fait entendre dans le ciel. La ville va être frappée d'une foudre qu'elle ne connaît pas encore. Dans son rétroviseur, alors qu'il se redirige vers sa ville, le shérif voit Rambo aller dans la même direction. Il retourne à Hope, après avoir été chassé de Hope. Forcément que c'est pas la première fois que Rambo est sujet à ça. Se faire mal voir, mal parler, chasser, on le comprendra dans le magnifique discours de fin. Qu'a-t-il fait, vécu, vu et subi au Vietnam ? Je veux dire individuellement. On voit qu'il est à bout, oui, on va comprendre pourquoi et à quel point. Il marche vers Hope, la musique s'emballe, le thème si reconnaissable, Rambo refuse sa condition de paria ce jour, si je puis dire. C'est terminé. Sauf que rien n'est terminé pour les connaisseurs. Le shérif fait marche arrière, il essaie une dernière fois de raisonner le vagabond, en vain, il l'embarque par la force.
Au commissariat, Rambo n'est pas violent ni bruyant, il reste silencieux et simplement refuse toute coopération. Je vais un peu vite, vous comprenez. Il refuse de parler, refuse de donner ses empreintes digitales, il trouve sur le fameux Rambo ce fameux couteau qui marquera les esprits. Ou peut-être c'était avant cette scène. Je crois que c'est le shérif peut-être qui lui trouve le couteau, près de la voiture. Je me souviens plus bien. Il décide alors de l'enfermer. Port d'armes blanches, refus de coopérer, refus d'obéissance. Fait intéressant, au commissariat, notre shérif passe la main à un de ses adjoints qu'on va ici appeler le sergent. Je vous dis ça de tête, je réécris pas le script. Je mentionne juste tout ce qu'il y a de pertinent. Malmené et maltraité, Rambo va subir tout ça par le sergent et non par le shérif qui n'est plus là à ce moment de l'histoire. On peut considérer qu'il n'a pas vu ce qu'on peut considérer justement comme une agression injuste et immorale au possible de la part de ces hommes, le shérif. C'est dans ce bâtiment qu'il disjoncte définitivement notre Rambo. D'abord chassé, puis capturé et maltraité, lavé au Karcher, matraqué. Une fenêtre dans un coin lui rappelle son emprisonnement en Vietnam. Le rasoir, très stupidement sorti pour lui refaire une beauté, lui rappelle sa torture subite au Vietnam. C'est vraiment une scène de torture, d'humiliation, d'amoindrissement de l'humanité d'un homme. C'est immonde. Dans des flashbacks quasi subliminaux finalement, très sobres, qui vont droit au but, on salue la technicité d'ailleurs, l'idée, qui disent tout en une seconde du calvaire vécu chez les Viettes, le cerveau de John Rambo vrille. Il les mate tous et réussit à sortir du commissariat sans oublier évidemment son couteau. De mémoire, le jeune gendarme joué par Caruso dira pendant une battue pour le retrouver, on était plusieurs, il s'est débarrassé de nous comme si nous n'étions pas là. Furieux, complètement furieux. Dans ce film, ça parle très très peu, en vérité, mais ça parle bien. Enfin, ça parlera toujours plus que dans Mad Max 2, n'est-ce pas ? C'est pas le sujet aujourd'hui, peut-être un jour. Il ne tue personne. Au mieux, il les blesse, il les neutralise, mais ne les tue pas. Rambo n'est pas un meurtrier en son pays en tant que civil. Il vole une moto et s'ensuit une magnifique scène de course-poursuite avec le shérif, qui se termine dans une abrupte pente rocheuse de la montagne américaine. Rambo finit sa course à pied, se cache, cherche des solutions. Plus de retour en arrière possible, ça y est, il a franchi la ligne, c'est terminé, il est criminel. Là, on peut le comprendre. La nature, elle y est figée, et pas maquillée pour le film. Le ciel est gris, on peut presque sentir une odeur de stagnation entre les pierres à travers l'écran. Dans une de ces crevasses où on le voit brièvement se cacher, rien n'est sublimé, ce n'est que le sauvage de la nature. Le film est très sobre, c'en est très appréciable. Tout sonne sale, naturel, réel. La voiture du shérif, elle est bloquée. Il demande des renforts et ni une ni deux, une battue, une chasse à l'homme est organisée. Des chiens sont mis sur la piste. Dans le champ de la caméra, Rambo est introuvable. Il est dans la nature, il est la nature. Les chiens trouvent quelque chose plus loin. On entend un hurlement canin, les chiens sont morts. Rambo est une bête sauvage. Des animaux dressés ne peuvent rien contre lui. Tout le monde comprend doucement que le mec en face n'est probablement pas qu'un simple soldat. Ils arrivent, les policiers, à finalement le rattraper. Il se retrouve face à un ravin, un escarpement extrêmement dangereux et terrifiant. Rambo tente de l'escalader pour descendre et se sauver. Un hélicoptère s'en vient à sa hauteur. Dedans, un pilote et le sergent. Le sergent qui est le seul vrai méchant du long métrage et qui a une carabine. Il essaie de fusiller notre vétéran. Ce dernier saute dans un arbre, contraint d'agir dans l'urgence. La scène, elle est démente. Rambo se blesse à l'atterrissage, se saisit d'une pierre, il la lance contre la vitre du cockpit, faisant brinque-baller l'engin. Le pilote tente de redresser, le sergent perd l'équilibre, tombe et meurt. À noter ici que toute la scène de l'hélicoptère est troublée par le pilote qui semble faire exprès de générer cette turbulence qui empêche le maintenant défunt sergent de viser correctement pour abattre leur proie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Quand je dis que le seul antagoniste est le sergent, j'y arrive. Il se jette sur l'occasion, Rambo, pour hurler aux gendarmes, tout en bas du ravin maintenant, qu'il n'a rien fait, qu'il ne voulait surtout pas tuer cet homme, qu'il ne l'a pas tué. Pour le shérif, c'en est trop. Il vient de perdre l'un de ses adjoints, un ami de très longue date, précise-t-il à Caruso, le rouquin qui protège et qui sert. C'est un énorme désastre. Rambo se sauve, la chasse à l'homme doit continuer. Le shérif, encore une fois n'ayant pas assisté à la scène, il vrille également. Que vouliez-vous ? Arrêtons-nous sur cette mort non intentionnelle. Le shérif qui jusque la fin du film traquera notre héros n'est pas un méchant. Le seul antagoniste du film, pur, eh bien finalement il vient de mourir au début même de cette cavale. Mettez-vous un instant à la place du shérif. Teasel ? Pour le nommer ? Je sais plus. Vous croyez que c'est simple, vous, de gérer une bourgade, quelle qu'elle soit ?
Au début du film, comme je vous ai dit, il échange rapidement avec des locaux, c'est pas filmé anodinement, il semble être apprécié, preuve en est qu'il fait bien son travail en dépit de l'air mauvais qu'on lui sent dès les premières millisecondes, c'est pas anodin non plus. Maintenant, voyez le tableau, il est à la tête ici depuis longtemps probablement. La loi ici, comme il dit, eh bien, c'est lui, c'est comme ça, il n'a pas envie que du trouble s'installe chez lui. En vérité, le shérif ne souhaite que protéger les habitants dont il est responsable. Un tel matraquage médiatique anti-guerre, anti-tout, quelles expériences a-t-il possiblement eues auparavant avec d'autres vagabonds, comme il dit, pendant cette période, des vétérans également, dont les séquelles psychologiques, psychiatriques, sont bien plus graves que notre ami et héros Rambo. Peut-être le shérif a-t-il déjà eu de malheureuses surprises. Il n'était pas là pour voir le sergent commettre cet abus de pouvoir honteux, et n'était pas là pour voir le sergent mourir par excès de haine, perché au bord du vide avec une arme à la main, faisant une affaire personnelle de Rambo. C'est comme ça. Moi, je comprends le shérif. Le shérif ici est une synthèse des États-Unis, loin de lui et de son troupeau les problèmes de la guerre du Vietnam, c'est tout. Si Rambo voulait juste manger quelque chose, le shérif voulait juste que son coin, sa juridiction reste en sécurité, quitte à injustement mater tout problème potentiel. Comme Rambo au Vietnam a fait son travail, le shérif ici, il fait le sien. Il défend sa petite commune, il accomplit son devoir sans aucune pitié, comme Rambo l'a très probablement fait. Si les États-Unis ont demandé à John de faire ce qu'il a fait là-bas, les États-Unis demandent à Teasle de faire ce qu'il fait ici, maintenant. Les deux sont les mêmes. Les deux obéissent aux ordres. Seulement l'un s'est fait trahir par l'État avant l'autre. Voilà tout. Quoi qu'il en soit, le shérif croit dur comme fer que Rambo a tué notre sergent, paix à son âme. La prochaine fois, pas de bavure sur un mec qui fait 90 kilos de muscles, tu me remercieras plus tard. Il avait des cicatrices en plus, enfin, ça se voyait quoi. S'ensuit une scène ultra chaude où les forces de l'ordre se font membre par membre, neutralisées, blessées mais pas tuées, encore une fois. Je vous passe les détails, c'est pas le point, allez le voir ou le revoir, ce film il est monumental. La nature, la forêt appartient à Rambo dans cette scène. Tous se font balayer sans aucune peine. Tous se font donner une leçon expresse et brusque de tout ce qu'il a appris pour pouvoir revenir vivant du Vietnam finalement. De tout ce que Rambo est capable de faire sans se faire attraper par des mecs armés sur deux. Vous n'êtes rien en face de lui, vous n'êtes rien face à lui. Il vous tombe dessus du haut d'un arbre, vous fracasse, vous êtes des proies, il est le chasseur. Après les avoir tous fumés, il tombe sur le shérif en dernier évidemment. Le bloque contre un arbre, lui plaque la lame sous la gorge, les paroles sont importantes. Je pouvais tous les tuer, toi aussi je pouvais te tuer. Rambo peut être une brute sanguinaire, sauvage, ce que vous voulez, mais ici jusqu'à présent il a toujours réussi à rester un humain. Le traitement inhumain qu'il a subi indirectement de la part de ce représentant de la loi, le shérif Teasle, lui a fait perdre ses pieds certes, perdre pied plutôt, mais il est resté un humain moral. Ça pour vous dire, mesdames et messieurs, surtout messieurs, quand même, que ce qui va suivre dans cet immense long métrage est un choix de la part de Rambo et pas une perte totale du sens et des limites de son mental, comme on pourrait comprendre dans Taxi Driver justement. Il est parfaitement clair sans plus jamais l'être, il est parfaitement maître de lui-même sans jamais plus pouvoir fonctionner autrement que comme son entraînement lui a montré, lorsqu'on dépasse les bornes avec lui évidemment. Vraisemblablement ça n'était pas arrivé jusqu'à présent, mais là c'est la fois de trop. Rambo vrille, mais Rambo sait pertinemment ce qu'il fait. Pour autant, il est clair avec le shérif, il lui laisse une chance, il lui explique « En ville, tu fais la loi, et si tu as bien vu que c'était moi ». Sa dernière phrase, en tout cas dans la monstrueuse et géniale VF, c'est « Laisse tomber ». On sait comme le shérif ne va pas laisser tomber. Son ami est mort, sa ville est potentiellement en danger. C'est oui de la haine, mais aussi son devoir qui le fait agir comme il va agir. Néanmoins, en l'instant présent, il se contente de reprendre son souffle au pied de l'arbre. C'est autant un traumatisme qu'une menace sérieuse qui frappe cet homme, et encore une fois, je le comprends. Même l'ego touché, il est responsable, il doit agir. Vous auriez dû le buter avant, les mecs. Moi, je l'aurais buté avant, à votre place. Je le sais parce que j'ai vu le film, quoi. Il agit alors. Il installe une tente de commandement, il mobilise la garde nationale, car même s'il ne veut pas perdre la face, il est pragmatique, il sait qu'il ne pourra rien faire tout seul. La garde nationale étant une unité militaire de réservistes qu'on peut faire intervenir sur le territoire américain, en l'occurrence, pour des missions urgentes. On remarque ici que tous ces hommes qui viennent d'arriver connaissent le shérif et ça a l'air d'aller entre eux, je veux dire, le shérif est respecté encore une fois. Probablement est-il de base quelqu'un de très intègre, encore une fois. Sous cette tente se pointe le colonel Troutman, l'homme qui a créé Rambo, ils étaient là ensemble pendant la guerre,
Rambo, c'est sa créature, il vient pour constater la situation et surtout pour prévenir le shérif que la personne qu'il tente de stopper n'est vraiment pas n'importe qui. Le mec est un ancien béret vert, il a été habitué au pire, c'est un soldat d'élite qui n'a peur de rien, pas de la mort en tout cas. Vous n'en étiez peut-être pas sûr, maintenant oui. Troutman ne vient donner aucun ordre avant la fin du film d'ailleurs, pour le moment. Il n'est que conseil. Rambo lui a conseillé de laisser tomber au shérif. Son conseil sous cette tente au colonel, dirigé vers le shérif, c'est de ne surtout pas précipiter tous ces réservistes, qui sont des hommes, vers une mort certaine et plutôt de laisser le colonel tenter de raisonner Rambo. Le colonel conseille au shérif de laisser tomber. Ils sont sympas mine de rien. Le shérif est clair. Aujourd'hui, Rambo n'appartient plus à l'armée, il n'est qu'un simple civil, il dit que c'est son problème à lui, et c'est tout. Au shérif, c'est pas juste l'ego, c'est son devoir, il veut faire son devoir. Il se sent attaqué personnellement car c'est le chef de la créature bâtie pour tuer qui vient pour essayer d'apaiser les choses. Il veut venger le sergent aussi, mais il est surtout là pour faire son travail. Avertissement ou non, il va se jeter dans la fosse, danger ou pas. Je vous passe encore une fois une belle partie du film. Rambo se replie dans une mine, le colonel tente de lui parler par la radio que Rambo a récupérée pour écouter tout ce qu'il pouvait récolter comme information durant cette traque. C'est un pur échec. Rambo annonce « Les noms que le colonel lui cite pour essayer d'attirer son attention n'existent plus. Ils sont tous morts. Les camarades de Rambo, ils sont tous morts. Il ne reste que lui, que Rambo. » Par-dessus tout, il donne sa version pour la première fois à quelqu'un, vu qu'il a confiance en le colonel. C'est eux, la police, qui ont versé le premier sang. D'où le titre du chef-d'œuvre. Et ça, il ne le laissera pas passer. La garde nationale, le lendemain, croit l'avoir piégé en condamnant l'entrée de la mine, mais lui, sous terre en enfer, trouve quand même une sortie. Remonté à la surface, il s'empare d'un fourgon qui transporte une mitrailleuse M60 et ses munitions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du bordel que génère cette phrase, que je prononce de suite, ça me fume personnellement, n'est-ce pas ? Il fend un barrage des autorités pour arriver de nouveau à Hope, de nuit cette fois, et nous arrivons dans la partie finale, la putain de guerre qu'il a promis au shérif, si ce dernier ne laisse pas tomber. Sa première action est de foncer avec le véhicule dans les pompes à essence de la petite station-service. Il y met le feu, les pompes prennent feu dans de gigantesques colonnes jaunes et rouges, pour qu'au final toute la station explose brutalement. Pour moi, tout ça est clair. Personnellement, Rambo agit en terroriste absolu, au sens propre, pur. Il terrorise le shérif et les habitants. Ça m'a rappelé les images des puits de pétrole enflammés visibles jusqu'à l'espace par les forces de Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe. C'est arrivé plus tard, mais peu importe, qui était autant une façon de brûler les terres et brûler l'économie du Koweït qu'une façon de terroriser l'Amérique et de la narguer d'ailleurs. J'offre une seconde idée quant à l'intérêt de tout ça. En brûlant l'essence et même en faisant sauter des voitures, Rambo envoie un message au shérif. Rappelez-vous, aux États-Unis, si vous n'avez pas la voiture, vous êtes bien mal. Imaginez en plus si la bourgade est en quarantaine à cause d'un fou furieux. Vous n'avez plus d'essence à proximité. Vous et vos habitants de Hope n'avez qu'une seule chance de partir si jamais votre réservoir est plein, personnel, votre réservoir, et surtout si votre voiture n'est pas complètement carbonisée, car ça n'est pas ici que vous trouverez du carburant. Vous êtes piégés. Vous êtes piégés avec moi. Rambo leur coupe les vivres une première fois. Le shérif fait retentir dans les rues un message d'urgence pour vos vies, barricadez-vous, chez vous, et ne sortez surtout pas. Comme un vrai homme, le shérif va gérer ça frontalement, tout seul. Rendez-vous compte et changez d'opinion sur ce personnage immédiatement. Rambo, lui, fait sauter l'électricité de toute la ville. Vous ne verrez rien cette nuit. Et moi, je suis entraîné à voir tout le temps. Le piège serre à la gorge de plus en plus. Tu es perché sur le toit du commissariat, mais tu ne me verras pas. La nuit appartient à Rambo, et la ville aussi. La ville aussi, car Rambo entre par la force dans l'armurerie, réunit toutes les munitions qu'il y trouve et il y met le feu. Vous ne pourrez pas éternellement essayer de me tirer dessus. J'ai épuisé toutes vos réserves énergiques et militaires. Vous êtes à moi et c'est terminé. La guerre a commencé, j'ai déjà pris l'avantage, vous êtes assiégés. C'est terrifiant quand on y pense 5 secondes, Rambo est l'antagoniste. Tout ça se passe dans un terrifiant silence, la grande partie de la scène d'ailleurs. Il n'y a plus que la nuit et quelqu'un de très 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 dangereux qui court. Le shérif est la cible. Rambo ne veut tuer aucun habitant, mais le shérif courageux posté sur son perchoir essaie tant bien que mal de suivre la situation. Il se dirige vers le commissariat, seul endroit où il y a encore de la lumière, et dégomme tout avec la mitrailleuse. Le message est évident, je sais que t'es là, je vais mettre un peu de chaos, je vais faire sauter la lumière, et ensuite c'en sera fini de toi. Tu auras eu ta guerre jusqu'au bout. Il entre dans le bâtiment, il y a un jeu de chat et de souris entre le toit et l'étage au-dessous, sauf qu'il n'y a que 2 chats ici, chacun pour leurs intérêts. Je comprends parfaitement le point de vue des 2 hommes, encore une fois. Rambo tire dans le plafond,
touche le shérif qui tombe par la vitre supérieure, atterrissant devant le béret vert. La rencontre finale a lieu. Le shérif, il n'implore pas, il n'est pas lâche. C'est un homme comme Rambo, juste un autre type d'homme, il le met au défi de l'achever. Mais avant que ça n'arrive, Trotman, encore lui, s'est infiltré dans le bâtiment et se retrouve face à sa créature. Les forces de l'ordre encerclent le bâtiment et Trotman dit à Rambo que c'est terminé. Tout est terminé. Sauf que nous y sommes. Rambo craque une seconde fois dans le film, mais cette fois-ci d'une façon différente. La différence avec le shérif, tout simplement le colonel et sa seule famille est le seul visage restant sur cette terre que Rambo connaît, probablement. Trotman était au Vietnam avec Rambo, ce dernier lui fait confiance et sait que ce premier le comprend au fond. Juste après cette engueulade, tel un père crie sur son fils, Rambo il explose enfin. Dans ce monologue maintes fois moqué, mais qui prend son sens quand on devient adulte, empathique et responsable, je dirais. Pour lui, rien n'est terminé. Trotman était au Vietnam avec Rambo. Ce dernier lui fait confiance et sait que ce premier le comprend, au fond. Juste après cette engueulade, tel un père criant sur son fils, Rambo explose enfin. Dans ce monologue maintes fois moqué, mais qui prend son sens quand on devient adulte, empathique, responsable. Pour lui, rien n'est terminé. Au Vietnam, il a fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on, entre guillemets, n'a pas voulu que l'armée américaine gagne, si je puis dire. Tout était un désastre et on a fait porter le chapeau aux sacrifiés et pas aux sacrificateurs, encore une fois. L'État a abandonné Rambo. Au retour, il a été conspué, traité comme un criminel, on l'a appelé le boucher. C'est toute l'Amérique qui a tourné le dos aux soldats. Les Américains ont abandonné Rambo. Le colonel essaie de le calmer, il lui dit que tout ça, la jungle, le Vietnam, c'est du passé. Rambo hurle plus fort encore. Pour vous, c'est du passé. Pour lui, la vie civile n'existe pas. Le colonel Trotman a abandonné Rambo. Il raconte, au Vietnam, ils avaient un code d'honneur, ils se couvraient, se protégeaient. Ici, ils n'arrivent même plus à trouver un travail miteux pour survivre car il est chassé partout. Il prend l'exemple du gardien de parking. La société, le capitalisme, le salariat, tout le fonctionnement de notre mode de vie moderne a abandonné Rambo. Il s'effondre en larmes. C'est ça qu'il avait en lui depuis tout ce temps. Il dit cette phrase déchirante, perdue. Où ils sont tous, parlant de ses amis du front. Ses amis du front sont tous morts. Les soldats, ses camarades, ont abandonné Rambo. Là-bas, il était toujours avec les autres, comme il dit. Ici, chez lui, en Amérique, il n'a plus rien. Il parle d'un soldat avec qui il s'était promis au retour d'acheter une Chevrolet pour aller rouler jusqu'à Vegas. Ce n'est jamais arrivé. Ce soldat est mort. Il s'était promis un retour à la candeur quelque part, à la consommation bête et simple, loin de toute cette boucherie. Ses propres promesses et rêves ont abandonné Rambo. Ce soldat s'est fait prendre au piège au Vietnam de la plus sale des manières. Un enfant kamikaze, comme toutes les armées immondes savent faire, s'est fait exploser dans la pièce où il se trouvait à ce moment-là. Son ami, déchiré de douleur et de peur, hurlait qu'il voulait rentrer chez lui. Imaginez la scène. Rambo, lui, n'arrivait pas à retrouver ses jambes. Il hurle au colonel. « Ma veste était recouverte de mon ami. » Ses entrailles à ce soldat tombaient au sol et personne n'était présent pour les aider. Vous vous rendez compte de l'odeur et puis de l'horreur de toute cette histoire ? Cette scène et cette phrase étant devenues des répliques cultes, quasi comiques aujourd'hui, sont des explosions de tristesse et d'amertume et de violence. Une synthèse de l'humanité. Il finit en le disant que chaque jour depuis son retour, il repense à ces choses qui ne sortent pas de sa tête. Des années après, il se réveille, il ne sait plus où il se trouve, il ne parle plus à personne, parfois des jours, parfois des semaines entières. Le monde entier a abandonné Rambo. Trotman, qui a connu ça, le Vietnam, ne dit rien, a les larmes aux yeux. Il vient silencieusement réconforter sa créature. Frankenstein vient consoler son monstre dans un moment qui nous déchire. Cet homme si fort et cruel quand il le doit s'effondre ainsi et pleure dans les bras du colonel, comme un enfant qui veut son père. C'est ainsi que ce film ultra chaud se termine. Ensuite, Rambo capitule donc, il accepte de sortir pour se faire arrêter, échange un dernier regard avec le shérif, avec l'homme, et il part pour la prison. Je crois que ça se finit pas pareil dans le livre, il faudrait que je me renseigne. La fin est beaucoup plus brusque et beaucoup plus grave. Toute cette violence et cette tension qui meurt dans un discours final qu'on jugerait volontiers inattendu, un tel film, on le penserait jusqu'au boutiste, mais non. Rambo reste un humain, avec une psyché humaine. Oui, il en a fait des choses au Vietnam, mais il reste un humain. Ainsi se termine cette folle histoire. Rambo, premier du nom, n'a rien à voir avec ses suites. Des absolus nanars, on va être honnête. Rambo est plus qu'un simple film d'action.
Rambo est un film d'aventure, de survie. Je me rappelle un vieux reportage de Vincent Lapierre, je ne sais pas s'il était encore à ER à ce moment-là, où il interroge des stands dans un salon de survivalisme en France. L'un des couteliers est clair, c'est Rambo et son couteau dingue qui ont banalisé culturellement le fait de collectionner des armes blanches. L'intérêt pour le survivalisme, la connaissance des terrains et des intempéries. En France en tout cas. Il y a énormément de choses dans Rambo. C'est également une explosion de couleurs sur la pellicule, le vert simple de la nature, le bleu du froid et de l'humide, le rouge et le jaune, et le orange du feu. Ce film est magnifique visuellement. Simplement, je voulais rendre hommage à ce bijou qui a infiniment plus de choses à offrir qu'on ne peut croire. Rambo est la version surprotéinée de Taxi Driver, mais il n'en reste pas moins un film aussi sensible quelque part. Mon esprit fait souvent un parallèle évident entre ces deux films liés par la racine du mal de ces deux protagonistes qui en un éclair peuvent devenir des antagonistes. De tous les essais cinématographiques qui traitent du Vietnam et de ses retombées psychologiques graves, je pense que Rambo est mon préféré. Sans parler du conflit en lui-même, même à la fin de la vidéo, là n'est toujours pas la question, dans chaque conflit armé, ils sont des hommes qui sont enrôlés parfois malgré eux, parfois volontairement, parfois ils sont faits pour ça, ils sont bâtis pour ça, parfois ils le deviennent. La précision de la Chevrolet décapotable de la fin du film montre comme même pour Rambo, il y avait un après cette guerre. Même un monstre sanguinaire, un soldat d'élite absolu, un tueur, peut entrevoir un après la guerre. Une vie somme toute assez normale, de consommation, loin du feu, avec sa famille, ses camarades, que sais-je, sa Chevrolet et Las Vegas. Si vous voulez voir l'impact qu'a eu le Vietnam sur les Américains et que vous êtes un cinéphile, il faut attendre la fin de Jarhead, avec l'excellent Jack Gyllenhaal, je crois qu'il est sorti en 2005 ou 2006. Ce film parle du conflit de la guerre du Golfe, cette fois. On y suit les péripéties d'un marine, c'est adapté d'un roman, je crois. Tout le long de leur entraînement, de leur attente du front en caserne, les soldats, alors 30 années plus tard, sont quand même matraqués de Vietnam, encore et encore. De la musique qu'on leur met au moyen-métrage qu'on leur montre, et bien à la fin, de retour au pays, accueillis par la population, un peu mieux que les vétérans du Vietnam en tout cas, on a l'impression, ils arrivent chez eux en bus et un vétéran du Vietnam justement rentre dedans les féliciter, les remercier pour leur travail, etc. Et leur demande s'il peut s'asseoir avec eux un moment. On voit comme il tangue, comme il est épuisé de rien, ce mec est quasiment déjà mort, l'ombre de lui-même, son allure sale, balle rasée nous laisse comprendre que son retour du Vietnam lui a en tout cas plongé sa tête dans l'alcool et les stupéfiants, quelque chose de grave. Quoi qu'il en soit, il est extrêmement mal, son treillis toujours sur lui. Ce cliché du treillis qui colle aux vétérans du Vietnam, comme s'il était impossible de l'enlever, telle une peau qui ne se retire pas avec laquelle tu vis malgré ses cicatrices. Le personnage principal, Jack Gyllenhaal, le regarde alors avec toute la pitié et le dégoût du monde. Il sait faire jouer son regard quand il le faut, c'est exceptionnel. On ne sait pas si ça lui fait de la peine ou si surtout il ne se demande pas si c'est ça son avenir de vétéran à lui. La solitude, la bizarrerie, l'incompréhension, la peur, la paranoïa, un sentiment qui ne te quittera plus jamais, cette sensation que tu ne seras plus jamais toi-même. Je veux dire, lisez des témoignages de gens ayant vécu avec ou de gens ayant vécu autour de vétérans de guerre, du Vietnam, mais de guerre. Des récits extrêmes, tristes, sales, de gens perdus à tout jamais dans le monde dans lequel ils ont commencé, ce même monde où ils ont réatterri après une guerre. Une seconde, tout va bien, l'autre seconde, c'est le chaos. Des comportements d'animaux battus, d'enfants terrorisés, d'handicapés mentaux, des addictions qui commencent, la folie, l'enfer cloîtré dans un crâne. Finissons-en. La VF de Rambo, elle est excellente. Pour finir sur un petit détail plus tranquille, les doubleurs ont fait un travail assez monumental, je trouve. À mon sens, le film n'a pas pris une seule ride. Si vous voulez voir ce qu'un homme peut devenir à force de refouler et refouler son passé, ses traumatismes, ses dépressions et ses peurs, vous en avez la version ultra-violente et extrême dans Rambo premier du nom, un film qui peut vous en donner plus que vous ne pouvez croire, même après plusieurs visionnages d'ailleurs, j'en ai encore la chair de poule parfois. Je vous enjoins à essayer ou réessayer. Bien à vous, la guerre ne change jamais.